Latte. Christophe Ondelatte. Il s'appelle Erwan Larrer. Il est écrivain. Et le 13 novembre 2015, il assiste au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan. Il est grièvement blessé. Et 4 ans plus tard, dans un livre, le livre que je ne voulais pas écrire, chez Kidam Éditeur, il livre un témoignage absolument non conventionnel, qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu entendre jusqu'ici. Pas de pleurnicherie, pas de sensationnalisme. Un récit brut de décoffrage. Je l'ai écrit avec l'aide de Simon Veil, la réalisation, et de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 13 novembre 2015, à 9h29, je poste un message sur Facebook avec un petit extrait de musique. Ce soir au Bataclan, on boit de la mauvaise bière, on saute sur place en braillant « I really wanna be in LA ». Gloire au mauvais goût et au bon rock, j'aurai mes Santiago aux pieds. Vers 20h15, je gare ma Honda Shadow juste devant le Bataclan, sur le terre-plein. Je traverse. Je suis seul aujourd'hui. Les copains n'ont pas pu venir. Je prends le temps de fumer une cigarette. Rewind. Est-ce que j'ai remarqué quelque chose? Quand j'ai fumé cette clope, est-ce que j'ai regardé les voitures garées devant la salle? Est-ce que leurs voitures étaient déjà là? Est-ce que j'aurais pu les repérer? Dans ma tête, j'ai revu 100 fois cette scène. J'ai fumé 100 fois cette clope. Eh ben non. Je n'ai rien noté d'anormal. Non, je n'ai pas eu de sombres pressentiments. J'entre dans le hall, je montre mon ticket au videur, je monte les marches, je dépose mon manteau et mon casque au vestiaire, et je pénètre dans la salle. Et à partir de là, ça n'est plus mon histoire, plus seulement. À partir de là, guerre, chaos, gros titres racoleurs. À partir de là, récupération politique, aux armes citoyens. À partir de là, un avant et un après. À partir de là commence une histoire que je ne voulais pas raconter. Je ne voulais pas apporter mon écho de larmoyance à l'océan émotionnel sur lequel surfent les médias de la société du spectacle. Je ne voulais pas. Mais comme m'a dit mon copain Manuel, tu dois raconter. J'entre dans la salle, pile à la fin de la première partie. Je m'approche du bar. Je peux avoir une bière, s'il vous plaît? Je scanne la salle. Est-ce que je connais quelqu'un? Non, pas ce soir. Et ma mauvaise bière à la main, je vais me poser à droite de la console. Si je suis pris par l'énergie du concert, il sera toujours temps de me rapprocher. Je m'adosse à l'un des poteaux qui soutient le balcon. Je suis bien. Je suis parmi les miens. Je suis parmi mes frères. J'aime cette atmosphère. On est liés par le rock. La fosse se remplit lentement. Je repère tout de suite les vieux de la vieille avec leurs bagous à tête de mort et leur cuir râpé. Une fille passe derrière moi avec son téléphone. Mais t'es où? Je te vois pas, lève la main. Je vois rien, je suis trop petite. Sont-ils morts aujourd'hui? L'impatience monte dans la salle. Ça commence à taper dans les mains. Le groupe arrive sur scène. Premier riff, premier Larsen. Oh putain que c'est bon. Et à 20h40 ou 42 ou 47, ils sont pas fichus de se mettre d'accord. Je me jette au sol. Les gens crient « Couchez-vous, couchez-vous ». Tu te jettes au sol. Et là, tout se superpose, tout s'entremêle. Le bruit de la guerre, sec, mat, atroce. Les étincelles, les éclairs, les cris, l'odeur de chaud, de poudre. Je suis couché au sol, en position fétale. Je me colle contre la barrière. Les cris, putain. Les cris. Les tirs se rapprochent. Je vois rien. J'entends, mais je vois rien. Je sens aussi le sang, la poudre, âcre, douceâtre. Est-ce que j'ai peur? Sans doute, mais c'est pas de la terreur. J'essaye juste de disparaître contre la barrière, de rentrer dans le sol. Je sais pas si j'ai peur. En tout cas, je prie pas. Je veux pas mourir. C'est certain. Je vois rien.
J'ose pas tourner la tête. Bouge pas. Ta gueule. Romain. Ça va? Delphine. Donne des news, je flippe à mort. Sandrine. Erwan, donne de tes nouvelles, s'il te plaît, s'il te plaît. Le chaos, l'enfer, les mots ne peuvent pas habiller cette situation. Sauver ta peau en te faisant petit, invisible. Dans le tumulte, la cacophonie, la puanteur chaude des viscères. Petit, tout petit. Tu vas pas y échapper. Une balle de calibre 7,62 tirée à bout portant pénètre dans ma chair à environ 700 mètres secondes, soit plus de 2500 km/h, 2 fois la vitesse du son. Donc, la balle est entrée dans mon corps avant que je n'entende la détonation. Faire le mort. Il est au-dessus de toi, putain. La douleur, bordel. Il va m'achever. Il va m'achever d'une balle dans la tête, c'est certain. Pourquoi est-ce qu'il m'épargnerait? Pourquoi? Pourvu que ça fasse pas mal. Pourvu que ça aille vite. Il descend les marches qui mènent à la fosse. Et là, d'un coup, la salle s'allume. Et la balle ne vient pas. La fin ne vient pas. Je le comprends au moment où il éjecte les douilles de son arme. Je suis vivant. La douleur me fragmente. Mais je peux bouger les jambes. Je ne suis pas paralysé. Blessé mais pas paralysé. Soulagement. Je perds du sang. Une mare tiède se forme sous ma cuisse. J'ai 2 balles dans les fesses ou en haut de la cuisse. Je ne sais pas si elles sont ressorties, mais je ne suis pas paralysé. Et là, il y a quelqu'un allongé derrière moi qui s'agrippe à mes chevilles. Je suis le bâton qu'il ou elle ne peut pas mordre pour s'empêcher de hurler. Faire le mort. Inerte. Survivre. Faire le mort. Vous direz à François Hollande que c'est pour venger nos frères tombés en Syrie. Ok. C'est des terroristes. Le mec n'a pas d'accent. J'ai un peu honte de le noter. Les médias écrivent qu'ils ont attaqué à 21h45. Que vers 22h, un commissaire et un brigadier de la BAC entrent dans la salle arme au poing. Qu'ils tirent sur celui qui m'a tiré dessus à 22h07. Et que touché, il actionne sa ceinture d'explosifs. Moi j'ai cru qu'il jetait des grenades depuis le balcon. Mais non. 2 policiers viennent de sauver des dizaines de vies. Et après, le silence. Épouvantable, épais, visqueux, comme un monstre qui s'ébroue, en soupirs, en gémissements, en sanglots. Et après, des cris. Venez me chercher! Mais vous attendez quoi, bordel? Il est en train de crever dans mes bras, là! Et moi, je suis toujours couché sur le flanc, le visage contre la barrière métallique, et je vois contre le bar, genoux à terre, des hommes en armes, cagoulés. J'en vois un en particulier pile dans mon champ. Il a le regard dur des mecs prêts à en découdre. On est sauvés, putain. On est sauvés. Des mourants agonisent, des valides insultent, des blessés réclament de l'aide. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ça les démange, mais c'est un ordre. Ils sont soldats. Ils ne bougent pas. Moi, je m'affaiblis. Je m'impatiente aussi. J'ai peur que ma blessure soit grave. Pourquoi ils viennent pas nous chercher? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je m'angoisse. Je m'énerve tout seul dans mon sang. J'ai froid. Bon, tous qui peuvent sortir. Vous venez vers nous, vite, vite, vite. Mais on peut pas bouger, putain. Et nous, on reste crevés ici, c'est ça? Je me dis, je vais essayer de ramper. Impossible. Je dois attendre. C'est long. Et puis, 2 hommes au-dessus de moi, allure de flic, tendu, nerveux.
Ils me prennent chacun par une aisselle, sans ménagement. Ils me traînent dans les marches, sans aucun égard pour mon état. Ils m'engueulent presque de ne pas être assez coopératif. Et ils me déposent en haut de l'escalier du hall d'accueil. Une femme se penche sur moi. Elle m'ausculte vite fait. Je crois qu'elle est médecin de la police. J'ai rien le temps de dire. Elle est déjà partie. On de la raconte la suite de votre récit. 100 ans plus tard, on me porte sur un brancard. La douleur est indicible. Indicible. Mon cerveau se met en protection. Il m'envoie à moitié dans les vapes. Oh, la rue. De l'air enfin. Le froid, les fourgons de police. Je suis sauvé. On va s'occuper de mes blessures. Enfin, c'est ce que je crois. Je ne pense à personne à ce moment-là. Je ne puise de courage dans aucun amour, aucune amitié. D'ailleurs, je ne puise pas de courage du tout. Je ne m'accroche pas à la vie non plus. Je ne prie pas. Je ne promets pas de devenir meilleur si je m'en sors. Je subis. Et j'attends, résigné, couché sur le sol. Le ciel d'encre au-dessus. À côté de moi, on dirait le bruit d'un défibrillateur. J'touffe, bip, j'touffe, bip. J'ai l'impression qu'il est mort. Je claque des dents. Un pompier s'arrête. Il revient avec une couverture de survie. Il s'agenouille. Il n'a pas 25 ans, cheveux courts, blonds. Le premier vrai contact humain depuis le début. Mon ange. Tenez bon, monsieur. Vous allez vous en sortir, on va s'occuper de vous. Il y a eu d'autres événements dans Paris, on n'est pas assez. Je peux poser ma tête sur votre cuisse? Bien sûr. Voilà. Restez avec moi, monsieur. On va s'occuper de vous. Il faut pas mourir seul. Il faut mourir la main dans une autre main. Une silhouette regarde l'étiquette que m'a collée le médecin dans le hall du Bataclan. On me transporte, on me repose. Autour de moi, c'est le foutoir, une impression de totale improvisation. Et on me charge dans un nouveau brancard. Et on me déplace à nouveau. La douleur, bordel! La douleur! Le brancard atteint un camion de pompiers. Il n'est pas prévu pour ça, ce camion. On me pose à l'arrière, sur une surface métallique en hauteur. Le secouriste a l'air en panique totale. Bordel, mais il est où? Restez tranquille, tout va bien. Je vais chercher mon chef, on peut pas partir sans lui. Il y a un autre gars avec moi, posé sur le sol. Il a l'air bien plus moribond que moi. Accrochez-vous! À quoi? Il n'y a pas de poignée, il y a pas de rambarde. Et c'est parti pour le trajet le plus ahurissant de mon existence. Dès le premier virage, je manque de m'écraser sur l'autre blessé en contrebas. L'impression de voyager dans une essoreuse, montée sur vérin hydraulique. Le Fangio grimpe sur les trottoirs, en redescend, change de direction, ça tape, ça cogne. Je vais mourir dans ce camion qui est censé me sauver. On me met sur un brancard. La douleur, bordel! La douleur! Bonjour, monsieur. Blessure par balle? Oui. 2. J'ai entendu bam bam. Mais j'apprendrai demain qu'une seule balle m'a touché. Vous y tenez à votre jean? Non. Moins qu'à mon cul. Clac, clac. Fin de mon jean préféré. Ok, j'ai une transfusion là. On l'emmène au bloc. Ça fait 5 heures que je perds mon sang. Je suis très faible. Le médecin-chef m'examine le fondement. Il faut savoir si un projectile est resté dans le ventre. Il me retourne et il commence à me palper. Ok, trop musclé. Au scanner. Je sais pas trop ce qui se passe ensuite. Peut-être une première opération, c'est pas sûr. Et un brancardier qui me fait monter au 11e étage. La nuit tire à sa fin. Je me réveille avec des fils, des sondes, des perfusions, des tuyaux partout. Ça m'angoisse. Comme les héros des films, j'aimerais me lever, tout arracher et sortir.
De l'autre côté de la cloison, il y a un gamin de 24 ans qui a été traversé de haut en bas par une balle. Poumon perforé, moelle touchée. Il ne remarchera peut-être jamais. Je négocie pour éviter la sonde urinaire. Échec. J'apprendrai vite que les infirmières gagnent toujours. Et qu'un médecin dans un hôpital, ça se déplace rarement sans 4 ou 8 internes autour de lui. Je pourrais sortir lundi, vous croyez? Ils éclatent de rire. Et quand je pose des questions sur mes blessures, ils esquivent. Ils savent pas, ou ils veulent me ménager. Je peux pas bouger la jambe droite. Est-ce que j'aurai des séquelles? Personne ne veut se mouiller. Ou alors, c'est grave et on pense que je ne suis pas en état d'entendre la vérité. Je sens pas trop mes fesses, ni mon périnée, ni plus inquiétant mon sexe et mes testicules. Est-ce que je rebonderai un jour? Cette question primordiale commence à me hanter. Et ça n'est que le début. Samedi 14 novembre, le lendemain, mes premières visites. Jeanne est là, avec Vincent et Charlotte. Ils n'ont appris qu'à 4 heures du matin que j'étais en vie. Je les aime. On me redescend au bloc. Je ne sais toujours rien de l'étendue des dégâts. Il y a des complications, monsieur. On m'a opéré des voies digestives. Interdiction de manger et de boire. Juste le droit de m'humecter les lèvres et la bouche. Vous n'avalez rien, hein? Je vous fais confiance. Des visites. Delphine, Fred, Guillaume, Philou, Hubert, Manuel. Mes parents qui sont revenus du Vietnam. Des larmes, des sourires. Putain comme c'est bon. Pourquoi pas tous les jours? Pourquoi attendre les drames? Jour 3. État des forces en présence, faible. Statut, shooté. Avatar, légumes. Je suis pas prêt de sortir. Hein. Si la balle a trop salement fracturé la hanche, ça sera 45 jours. Je suis en marche du monde, désormais. Je ne vais pas quitter l'hôpital de sitôt et je ne bande toujours pas. De toute façon, avec le tuyau qui me sort de la verge, avec une poche en plastique au bout, vaut mieux. Ma première biscotte. C'est délicieux, une biscotte. Après 4 jours sans rien avaler, c'est la meilleure biscotte de toute ma vie. Je ne veux pas de télévision ni de journaux. Je subodore une bourrasque médiatique. Facile de les imaginer, hein. Les gros titres, les photos, le sang. Facile de les imaginer, les envoyés spéciaux à l'air grave, répétant en boucle le nombre de victimes, de blessés, de tireurs. Les barbares à nos portes. Facile de les imaginer, les expressions dignes et solennelles de nos rentiers de la politique. Le 16 novembre à 21h36, je poste sur Facebook. Désolé pour ce que mon silence a fait flipper vendredi soir. Merci pour les messages de soutien. C'est beau l'amour en mouvement. Je n'ai rien fait d'héroïque, ni d'extraordinaire. Par contre, je vous jure que le jeune pompier qui me répétait de tenir bon alors que je tournais de l'œil dans la froidure, lui est un héros. Je ne bande plus. J'essaye d'éviter d'y penser. « 21 novembre, 8e jour. Conversation à plusieurs sur Facebook. Et la tête, ça va? La tête? Mais c'est au cul que j'ai été touché. Oui, je sais. Mais tu y repenses? Tu fais des cauchemars? T'as des angoisses? Non. Rien de tout ça. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, je suis un miraculé. Mais je ne suis pas une victime. Alors qu'à 2 chambres de moi, Guillaume, qui est un peu plus mal en point que moi, mais rien d'irréparable, annonce qu'il va changer de vie, qu'il va plaquer son emploi, qu'il va plaquer Paris et tout recommencer. Toi aussi, tu vas changer de vie? Non. Non, je suis heureux dans ma vie. Lui a besoin de parler du 13 novembre et de ses conséquences. Pas moi.
Madame B, la psychologue de la cellule de soutien aux victimes des attentats, est déçue que je n'ai ni cauchemar, ni panique nocturne. Un matin, elle pousse la porte de ma chambre. « Pouvons-nous nous parler, monsieur Larère ?»« Oui, mais vous allez quand même pas revenir tous les jours, si ?» Elle soupire. Elle pince les lèvres. « Je suis désolé, monsieur Larère, mais je vous trouve vraiment trop joyeux. » Le prodige survient dans la nuit du 22 au 23 décembre, au milieu d'un rêve vaguement érotique. Ma main descend le long de mon ventre. J'allume ma lampe de chevet parce que mes yeux doivent confirmer ce que sont ma main, c'est-à-dire un semblant de raideur. Un enflement faiblard, piteux, sans doute impropre à la pénétration. Mais j'ai envie de brailler. Mon soulagement. Alléluia. Le matin, j'envoie un SMS triomphant à ma Jeanne. Je rebande. Mou, pas longtemps, mais je rebande. J'ai tiré cette histoire du livre d'Erwan Larère chez Quidam Éditeur, le livre que je ne voulais pas écrire. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Le livre que je ne voulais pas écrire, votre livre donc Erwan Larère, qui paraît aux éditions Quidam. D'abord peut-être un mot sur l'exercice, parce que votre livre est écrit au tu. Je crois que vous aviez commencé à l'écrire au jeu et fait marche arrière, c'est ça? Oui, je l'ai écrit. En fait, bon, je raconte dans le livre aussi le livre en train de s'écrire et les difficultés que j'ai dû surmonter pour l'écrire. Effectivement, je l'avais écrit à la première personne au départ. Et ça m'allait pas, j'étais pas à l'aise et donc je pensais pas l'envoyer à mon éditeur. Et puis sur un coup de tête comme ça, j'ai tout passé au tu. Ouais, j'ai passé à la deuxième personne en gardant des passages à la première personne, mais je me sers aussi de la deuxième personne pour me mettre dans la peau des assaillants. Et là, tout à coup, c'est comme s'il y avait une distance qui s'était créée. Entre... Alors moi, j'ai enlevé cette distance. Est-ce que c'est facile de recevoir comme ça sa propre histoire, avec ses propres mots, puisque j'ai 90% de mon texte vient directement de votre livre, passer au jeu, transformer? C'est extrêmement étrange. C'est extrêmement étrange et j'ai effectivement l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, que ça vous est arrivé à vous peut-être, mais... Vous découvrez pas le processus d'appropriation du lecteur. Non, mais tant mieux. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. J'étais très très attentif, comme vous avez pu le voir. Ouais, c'est étrange. Voilà, c'est un autre exercice en fait. Hein. C'est vrai que moi je l'ai passé au-dessus justement pour que ça ne fasse pas trop récit et témoignage, parce que j'avais la prétention de faire un objet littéraire. Je mets plein de guillemets, hein, mais d'utiliser la transcendance que peut donner la littérature pour avoir un petit peu de surplomb par rapport à tout ça. Et là, d'être replongé dedans à la première personne, oui, c'est un sentiment assez étrange. Désolé, je suis pas arrivé à le faire au tu. Pour moi, c'est pas possible de le faire au tu. Voilà. Non, mais c'est votre émission, c'est votre récit, et je trouve ça intéressant comme exercice. Du coup. On peut peut-être tout de suite commenter ce diagnostic qui achève le récit de cette psychologue spécialisée dans les victimes, Madame B, qui vous dit « Je vous trouve vraiment trop joyeux ». Ça veut dire que dans sa tête, il y a comme un stéréotype de ce que doit être le traumatisme d'une victime? Oui, mais après, je romance. Donc Madame B, elle a fait son boulot, elle a bien fait son boulot, elle a été formidable avec moi. Hein. Mais c'est vrai que quand elle a dit ça, ça m'a stupéfait, en fait. Comme si, effectivement, une victime devait être triste, devait être revancharde, devait être aigrie, devait être... Alors que moi, à l'hôpital, c'est vrai que j'étais plutôt gai, plutôt optimiste, plutôt joyeux, et je me sentais plus, comme je l'écris et que vous l'avez si bien dit, comme un miraculé, plus que comme une victime, en effet. Mais en gros, c'est ce qu'on sent dans votre livre, c'est une lutte continue contre les stéréotypes qu'impose ce genre, celui de l'attentat, et d'être victime d'un attentat. On sent que... Mais je me demande si c'est pas toute votre vie qui est une lutte contre les stéréotypes. Je sais pas, mais en tout cas, vous avez raison, ça fait partie de ma démarche. Par exemple, quand j'évoque les assaillants, je crois que la littérature permet de se souvenir que, certes, ce sont des monstres, mais qu'ils ne sont pas nés monstres, ce sont des êtres humains avant tout. Donc c'est un stéréotype de les réduire à l'état de terroristes, ce qu'ils sont par ailleurs, mais ils ne sont pas que ça. Et effectivement, moi j'étais victime, mais je ne suis pas que ça. Comme vous n'êtes pas que Christophe Ondelatte, journaliste qui raconte.
vous avez une vie à côté, vous êtes multiple, vous êtes pluriel. Et encore une fois, le temps de la littérature par rapport au temps du témoignage ou du journalisme, effectivement, ou de l'écran qui défile, les statuts Facebook, les tweets, etc. Je crois que le temps de la littérature permet la richesse, la complexité. Alors, il y a tout un passage que je n'ai pas gardé dans le récit, parce que je ne suis pas arrivé à l'intégrer, mais que j'ai trouvé tout à fait passionnant, dans lequel vous vous adressez au terroriste qui vous a tiré dessus, qui avait pour prénom Iblis, peut-être. Je ne sais pas. C'est comme ça que vous l'avez... Oui, en fait, je connais pas la vraie histoire et les vrais prénoms des assaillants du Bataclan. Vous n'avez pas cherché? Non, j'ai pas cherché, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est des paradigmes, en fait. La vraie question, c'est comment est-ce que 3 gamins de 30 ans peuvent prendre des armes et aller tirer sur des gens? Alors, je vous lis. Tu ne venges personne. Tu es incapable de placer le Liban sur une carte. Tu es paumé. T'as la rage, mais contre rien. Parce que ton ennemi est invisible. T'es tourmenteur insaisissable. En gros, ça veut dire que vous ne pensez pas que les ressorts de ces terroristes sont politiques, mais vous pensez qu'ils sont intimes. Je crois en tout cas que c'est le rôle du romancier. Alors oui, parce que c'est mon 7e roman en fait. Moi je l'appelle roman, mais j'écrivais des romans avant d'écrire celui-ci. Je pense que le rôle du romancier, c'est de questionner le monde dans lequel il vit, de raconter une histoire, de travailler la langue. Vous avez conscience du côté provoque de ce propos, par exemple? Oui, ça m'a été reproché. On m'a dit, mais comment est-ce que tu oses? Je dis, je suis romancier, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc oui, le romancier, il doit questionner le monde dans lequel il vit. Après, les réponses intimes, le citoyen, l'être humain que je suis, en a. Mais j'ai pas à les mettre dans un livre, en fait. Mais il y a un truc très, très intelligent que vous dites. Vous dites, ce type-là doit avoir conscience que le fait de nous tuer à nous ne changera rien au sort des Syriens en Syrie. Je crois qu'il faut être vraiment malheureux et vraiment à bout et vraiment désespéré au sens premier, c'est-à-dire sans espoir, pour prendre une arme et tuer son prochain, au nom de quelque idéologie ou de quelque dieu que ce soit, en fait. Alors, très intéressant aussi, j'ai trouvé, c'est votre propos sur le traitement médiatique de tout ça, et votre refus à vous de vous insérer dans ce que vous appelez le flot, l'océan émotionnel qui accompagne ce genre d'événement. C'est quelque chose que vous tenez des attentats précédents comme expérience? Non, je crois que c'est quelque chose que je tiens de mes études de sciences politiques, de la lecture de Pierre Bourdieu et de mes études de sociologie, d'histoire des religions, etc. Je crois que l'émotionnel n'est jamais un bon guide et un bon juge. Il faut prendre de la hauteur et il faut réfléchir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité, je le raconte dans le livre, à l'écrire et à le publier parce que je me demandais dans quelle mesure j'étais pas, pardonnez-moi le terme, un peu putassier. Est-ce que j'avais le droit de le faire? Vous avez le droit, comme les Juifs ont le droit de raconter des histoires juives, c'est-à-dire, puisque vous êtes victime, vous avez le droit. Ouais, alors j'ai le droit, mais pas n'importe comment. Et c'est vrai que j'ai pensé, plus qu'aux histoires juives, j'ai pensé à Primo Levi. Et je me suis dit, oui, moi j'ai lu Primo Levi et ça m'a apporté énormément sur la Shoah, apporté, je veux dire, ça m'a dit beaucoup de choses. Alors je me compare pas du tout à Primo Levi, bien sûr. Mais je crois que la littérature, en fait, c'est ce que je raconte dans le livre, je l'ai pris comme un devoir, en fait. Il fallait que je le fasse, c'était un impératif. Vous parlez aussi de ce que vous appelez la récupération politique, que vous anticipez donc dès le 2e jour, où vous refusez quand vous allume la télé dans la piole et qu'on vous apporte les journaux, vous voulez pas savoir ce qui se dit à l'extérieur, avec cette expression qui est aux armes citoyens, c'est-à-dire que vous pressentez qu'on est en train de faire de ce qui s'est passé, de ce qui vous est arrivé, quelque chose auquel vous n'adhérez pas. Ouais, tout à fait. Puis même là, je suis encore invité aux commémorations du 14 novembre et je refuse absolument d'y aller. C'était le 13. Du 13, ouais, vous voyez comme je... Oui. Si vous saviez, mon cher Christophe, les messages que j'ai reçus, moi j'ai allumé mon téléphone 2 jours après ou 3 jours après, mais les heures qui ont suivi, c'est-à-dire des messages de journalistes, j'ai reçu des messages d'éditeurs qui m'ont dit « on te fait la valoir que tu veux si tu viens témoigner, si tu racontes chez nous ». Enfin, on m'a même dit, mais tu te rends pas compte, je le dis dans le livre, de la pub que ça ferait pour tes romans qui se vendent pas, je sais pas, Marc Lévy. Les gens deviennent fous. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'au fond, l'extérieur est plus touché, plus ému que vous à l'intérieur. Non, ça veut dire que on vit dans un monde quand même où, je veux dire, l'expression quart d'heure warolien, elle est un peu galvaudée, mais où il faut être dans l'actualité, il faut être dans l'immédiateté, et je pense que
c'est quand même grave ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça que j'écris. Ça m'a pas touché que moi, ça a touché la France entière. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis permis d'écrire. Je ne suis pas la victime, c'est nous tous, c'est notre civilisation, c'est notre mode de vie. Donc, sachons raison garder. Et c'est pas j'allais pas vendre mon âme et ma morale pour un quart d'heure de gloire médiatique, en fait. Ça m'aurait semblé indécent. Il y a des gens qui sont morts, il y a des familles qui sont en deuil. Enfin, j'allais pas faire la une. Enfin, j'ai refusé de faire des JT. J'allais pas arriver sur un plateau de JT en disant « Hey, je suis l'écrivain rescapé ». Ça me semblait indécent. Les médias ne sont pas à leur place dans ce genre d'événement? Bien sûr que si, bien sûr. Et puis, on dit les médias. Alors, il y a des journalistes qui font très bien leur travail. Et là, on englobe tout le monde, met tout le monde dans le même sac. Mais il y a quand même des journalistes qui ont une conscience professionnelle. Il y a des journalistes qui ont une morale. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est vrai que ce genre d'événement, il est tellement soudain, tellement inattendu. Il renverse tellement tous les axes que je comprends qu'il y a des gens qui deviennent fous et qu'on parte à la chasse au scoop et que j'ai des messages, mais du monde entier. C'est-à-dire quand je vous dis des messages de journalistes, mais du monde entier. C'était stupéfiant. Et vos amis aussi étaient décalés? Mes amis, alors, je vais juste préciser très très vite qu'il y a aussi 13 textes qui ne sont pas de moi dans ce livre parce que j'ai demandé à des amis d'écrire. De faire le contre-champ, ça j'ai pas retenu, évidemment, c'était pas facile à jouer. Mais je tiens à le dire parce que c'est extrêmement important, je crois, pour le livre. Et de vos amis. Voilà, de mon père, de gens qui sont pas forcément écrivains. Et ça me semblait important d'avoir la vue de l'intérieur. Comment ils vivent ça, eux. Voilà, et de l'extérieur, et ça donne aussi une place au lecteur. Alors justement, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ça? C'est que à l'extérieur, on n'est pas à même de raconter, on n'est pas à même de comprendre, on est complètement à côté de la plaque. C'est pas qu'on est à côté de la plaque, c'est que quand on vit quelque chose d'une telle violence et d'une telle... Ouais, à l'extérieur, c'est pas l'extérieur et l'intérieur, ouais, non, c'est pas ça. Il n'y a rien à voir. Vous n'êtes pas en phase. Non. Donc c'est assez vain pour nous qui sommes à l'extérieur. C'est pour ça que la littérature peut-être peut dire quelque chose de ça et partager, parce que la littérature, c'est du partage. Alors ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, parce que moi j'ai, évidemment, comme tout le monde, entendu tout un tas de témoignages, mais vous avez voulu raconter les choses presque seconde par seconde, et du coup, il y a beaucoup de matières brutes là-dedans qui sont intéressantes pour le journaliste que je suis, et notamment tout ce récit de l'attente que sans doute personne d'autre n'avait véritablement décrit comme ça, c'est-à-dire qu'il s'écoule un temps fou, entre les coups de feu et le moment où vous réalisez que vous n'allez pas mourir, c'est-à-dire que c'est fini, et le moment où on commence à s'occuper vraiment de vous. Fou. Et ce temps, vous en rendez très bien compte, est une éternité. Oui, j'ai essayé avec la langue française et même avec la typographie, puisque je joue un petit peu sur la mise en page parfois, j'ai essayé de raconter comment, mais ça tout le monde en a fait l'expérience, mais comment le temps parfois se dilate. Des fois, les choses passent trop vite. Quand vous passez des bons moments, ça passe trop vite. Mais quand vous êtes en souffrance, le temps se suspend véritablement. J'ai vraiment vécu ça. Et j'ai vécu aussi une sorte de transe qui a fait que quand j'étais blessé, je me racontais un mantra. Je suis Sigolène, je suis un caillou, je suis Sigolène, je suis un caillou. Que j'ai pas retenu parce que qui m'a fait sortir de la temporalité dans laquelle j'étais et j'ai replongé. Dans une torpeur, quoi. Ouais, c'est ça, dans un espace-temps différent. Et quand j'ai entendu, on est sauvé, la police est là, paf, je suis revenu au réel et là, la douleur est revenue. Donc effectivement, il y a des choses mais c'est là qu'on se rend compte que l'esprit humain, le corps humain, tout ça, c'est extrêmement complexe. Et quand on nous dit qu'on ne maîtrise que 10 ou 20% de notre cerveau ou de nos capacités intellectuelles, là, on se dit, oui, peut-être que c'est vrai. Alors, les secours, vous dites, c'est le foutoir, et il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est un constat. C'est-à-dire que c'est une improvisation totale et absolue. J'imagine que moi je raconte je voyais les gars du GIGN près du bar quand je tordais le cou et donc je raconte le regard de ce type qui se décompose parce qu'il voit les gens mourir sous ses yeux et qu'il a dû recevoir l'ordre de ne pas intervenir, mais ce qu'on peut comprendre parce qu'il savait pas où étaient les assaillants, s'ils étaient encore armés, si c'était un piège, mais c'est vrai que nous qui étions couchés au sol et moi qui ne pouvais pas bouger, moi ça m'a paru effectivement une éternité et à un moment on se dit mais qu'est-ce qu'il fiche, j'étais pas loin de la sortie, moi j'étais pas au milieu de la fosse, Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que, bien sûr, on a besoin de soins médicaux, mais d'une certaine manière, vous concevez qu'ils ne viennent pas tout de suite. En revanche, c'est d'une présence dont vous avez besoin à ce moment-là. C'est tout simplement qu'un humain se penche sur vous, même si c'est rien faire de plus que se pencher sur vous et vous laisser poser la tête sur la cuisse, c'est bon, quoi.
Oui, je savais pas que j'avais besoin de cette présence, j'avais vraiment besoin qu'on s'occupe de moi. Je partais vraiment, là, en l'occurrence, je partais, je tombais dans les pommes. J'étais très, très faible. Et c'est vrai que j'espère aussi que mon livre est une ode à tous ces gens qui aident, à tous ces gens qui soignent. Et Dieu sait qu'ils sont dans des positions en ce moment difficiles, les pompiers, les soignants, les urgences. C'est nous, c'est le service public. Il faut les soutenir, c'est extrêmement important. Et moi, ils m'ont sauvé la vie. Enfin, oui, ils m'ont sauvé la raison, parce que j'aurais pu devenir fou, et ils m'ont sauvé la vie. Et ils n'ont pas compté leur temps, ils n'ont pas compté leur gentillesse, et ils étaient épuisés, ça se voyait. Et ils étaient là. Donc j'espère aussi que c'est un livre qui leur rend hommage, et qui rend hommage à la bienveillance et à tous les gens qui aident les autres. Pour terminer, je voudrais qu'on revienne sur le tout début de l'interview, c'est-à-dire vous êtes trop joyeux, ce reproche qui vous est fait. Je me dis que vous avez eu l'honnêteté de situer les choses au moment où vous les avez pensées, mais peut-être que depuis ça a bougé. C'est-à-dire que peut-être que depuis... parce que, évidemment, on comprend ce que vous dites, on comprend que vous puissiez être joyeux, on admet que vous puissiez être joyeux, mais il y a quand même une petite case, peut-être une idée reçue qu'on a dans notre tête qu'un jour vous allez le payer. Alors moi je suis d'un naturel déjà optimiste et plutôt joyeux, et je vois plutôt tout le temps le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Bon. Donc ça, après, j'ai une bonne base. Oui. Après, je suis en colère contre plein de choses, dans le monde tel qu'il va. C'est aussi peut-être pour ça que j'écris des livres. Mais on m'a déjà dit, peut-être la théorie de l'élastique, ça va te revenir. Tu finiras par le reprendre dans la gueule. Peut-être, on verra. Que sera, je suis fataliste. Ça fait 4 ans maintenant. Donc. C'est ça, donc on verra bien. Et puis si ça me revient, j'irai voir des gens qui m'aideront, qui me soutiendront. Voilà. Vous êtes combien à penser comme ça parmi les gens qui étaient dans cette salle de concert ce soir-là, d'après vous? Parce que c'est un public forcément particulier. C'est-à-dire, vous le racontez très bien, il y a beaucoup de rockers. Bon, il y a des hipsters, et il y a des vieux rockers. Ce sont des gens à part. Vous êtes des gens à part, les amateurs de Eagle of Death Metal. Peut-être. Le rock, c'est une musique de révolte, déjà. Donc, les Eagle of Death Metal, c'est peut-être pas le bon groupe de révolte. Oui. Mais non, je sais pas si on est à part. Moi, je vois pas je suis pas dans des associations de victimes. Je vois pas les. Vous en voyez aucun? Non, j'ai la chance d'être très bien entouré, d'avoir beaucoup d'amis, des gens que j'aime, de la famille. Enfin, tout ça va très bien. Mes parents. Donc, j'ai pas eu ce besoin. Par contre, je crois que ça m'a encore plus, j'étais déjà sur le chemin, j'espère, mais encore plus ouvert aux autres, et je crois que je suis encore plus à l'écoute et bienveillant avec les autres, j'espère. Erwan Larère a écrit le livre que je ne voulais pas écrire. Je vous invite à le lire jusqu'au bout. Ce que je vous en ai raconté aujourd'hui n'en est qu'un tout petit morceau. Le nom de l'éditeur, Quidam. Est-ce que je peux juste dire que j'ai mon dernier roman qui vient de sortir, aussi chez Quidam éditeur, qui porte un nom de fesse. Pourquoi les hommes fuient? Ah non, pourquoi les hommes fuient? D'accord. Merci beaucoup. Christophe. Merci Erwan Larère. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.